Bon, Jean-Pierre, il y a fort longtemps, il y a 1 mois et demi, j'ai enregistré une réponse à une de tes questions dans la série sur Broyat BRF. Et comme elle n'était pas totalement satisfaisante, je voulais rajouter 2-3 éléments. Et puis, tu le sais comme moi, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et donc, je n'ai pas eu, la force pour faire ce correctif. Donc, je te prie de m'excuser. Je suis quelqu'un qui aime bien tenir ses promesses, et particulièrement les promesses, on va dire, verbales, faites à des gens que j'apprécie. Donc, avec beaucoup de retard, je vais d'abord te mettre ma réponse que j'avais enregistrée fin décembre, qui tape un peu à côté, tout en apportant un certain nombre d'éléments, et c'est pour ça que je la laisse à la fois pour ces éléments de réponse qui sont, je pense, intéressants pour toi, et aussi pour montrer que je fais tout pour ne pas être un gourou qui a la prétention de tout savoir. Donc de temps en temps, je tape à côté et je raconte une connerie. Alors c'est pas vraiment une connerie, j'ai pas vraiment cerné la question, je vais y revenir le moment venu. Donc tout d'abord, cette réponse enregistrée fin décembre en ce qui concerne donc avantages et inconvénients du BRF. Et puis on se retrouve pour un éclairage supplémentaire. Allez, flashback, fin décembre, voilà ce que je disais. Alors, quels sont les avantages, les inconvénients des broyats? Ben là encore, tu serais mieux placé que moi pour développer ça, mais je ne vais pas me dérober. Je vais plutôt parler du BRF, donc, puisque je fais du BRF. Encore une fois, Broyat, très grande incertitude sur de quoi parle-t-on. Alors, avantages et inconvénients, on va traiter ça ensemble. Un des avantages de ces matériaux ligneux, donc à base de lignine, à condition que ce soit du vrai BRF, donc truffé des réserves que l'arbre a fait pour faire ses bourgeons l'année d'après, donc de ne pas être trop pauvre en minéraux, et y compris l'azote. L'avantage, c'est d'être fibreux. Donc la lignine est une fibre, la preuve, le bois est extrêmement résistant au point qu'on fait des constructions avec. Et lors des processus de décomposition de ces matières organiques fibreuses, cela contribue, sous l'action des champignons, ça contribue à produire des substances humiques, donc ce fameux humus dont les jardiniers parlent beaucoup. Donc le BRF va favoriser la voie de la fabrication de substances humiques dans son potager, avec de multiples conséquences. Ces substances humiques étant les matières organiques stables du sol, cela a un grand nombre de conséquences positives. Je vais juste énumérer les 2-3 majeures. La première, c'est que ces substances humiques retiennent de l'eau, donc peuvent significativement augmenter la capacité de rétention d'eau d'un sol. C'est donc d'autant plus important qu'on va de plus en plus vers des étés avec des sécheresses.
C'est d'autant plus important que le sol a naturellement, de par sa composition minérale, une réserve faible, ce qui est le cas des sols sableux. Donc là, ce paramètre-là peut jouer et peut doubler facilement la réserve d'eau que peut retenir un sol après les pluies de printemps. Deuxième avantage de ces substances humiques, c'est de s'amalgamer avec les argiles en ce qu'on appelle le complexe argilo-humique et donc de corriger au moins un peu un des principaux défauts des sols lourds, des sols argileux, de les rendre un tout petit peu plus sympas pour un jardinier, plus facile, plus aéré, etc. Toujours rôle de ces substances humiques, c'est d'être un des colloïdes du sol, donc c'est une substance de nature un peu collante, gélatineuse, qui a la capacité de retenir les minéraux, essentiellement les ions positifs, donc le potassium, mais aussi à travers le calcium, les phosphates du sol, l'ammonium du sol, le magnésium, etc. Donc un ensemble d'éléments qu'on a l'habitude d'appeler éléments fertilisants sont mieux retenus dans un sol s'il est beaucoup plus riche en matière organique. Pour finir, ces matières organiques sont certes stables, mais se décomposent quand même à raison d'environ 1,5 à 2,5% par an. Et donc, c'est aussi cette destruction de cette matière organique est aussi une des sources qui permet d'alimenter les légumes en éléments nutritifs, dont l'azote. Donc, favoriser cette voie d'humification, donc de construire le sol, et j'ai oublié un élément extrêmement important, de construire la stabilité du sol, la stabilité structurale, la résistance qu'offre un sol, les mottes, les agrégats du sol au choc des gouttes de pluie dépend beaucoup de ces colloïdes et de ces matières organiques. Donc favoriser cette voie est quelque chose de tout à fait positif et mettre au crédit des BRF, donc de ces molécules, de ces matériaux riches en fibres, plus riches que le foin, dont une part plus importante va se minéraliser. Donc ce sont des arbitrages entre est-ce que ça se minéralise beaucoup, si ça se minéralise, ça nourrit très vite les légumes, ou est-ce que ça s'humifie, c'est-à-dire est-ce que ça forme des humus, et à ce moment-là, je favorise plutôt le stockage moyen et long terme et l'amélioration moyen et long terme des qualités de mon sol. Avantage qui me paraît assez évident des broyats et donc du BRF, je parle du BRF puisque je le connais, qui est la durabilité. Hein. Donc ça dure plus d'un an, ça se décompose moins vite, ce qui, rien n'est blanc, rien n'est noir, hein, est à la fois un inconvénient, mais en même temps c'est un avantage, puisque si ça dure plus longtemps, on peut se contenter d'en mettre moins. Avantage, et c'est pour ça que si tu veux bien m'en envoyer un semi-remorque de 12 tonnes, je suis preneur. C'est un matériau meuble, ce qui permet par exemple de buter assez facilement certains légumes, je pense tout particulièrement aux pommes de terre, qui sous une couche de foin me posent souvent des problèmes. Le foin se décompose et sur les variétés tardives des cycles de 110-120 jours, les années où il fait relativement humide, il a fini de se décomposer, enfin, il a sérieusement commencé à se décomposer, les pommes de terre le soulèvent et à ce moment-là sont exposées à la lumière.
Avec du BRF, tu passes avec juste un râteau et tu remets ça sur tes pommes de terre. C'est d'une facilité incroyable. Avantages et inconvénients. Ça favorise les champignons au détriment des bactéries. Donc là, ça dépend un peu de la tactique. Les bactéries, c'est plutôt les chimistes du sol, réaction rapide, multiplication extrêmement rapide, etc. C'est utile, c'est nécessaire, c'est la formation des nitrates, c'est les fixations biologiques, etc. Les champignons, c'est les réseaux qui permettent de faire circuler les matériaux, qui permettent de faire circuler de l'eau, etc. Donc c'est très utile aussi. Et donc, je pense que ça peut avoir son utilité un peu arbitrée selon la nature de la culture. Certaines qui vont très vite, il ne faut pas trop assommer les bactéries, sinon on a un problème. Lorsque les cultures sont un peu plus longues, et surtout si elles sont pérennes, plusieurs années de suite, le BRF a un avantage, et ce n'est pas pour rien qu'en ayant des petites quantités, je l'utilise essentiellement sur fruits rouges, fraisiers qui restent en place, framboises qui restent en place, cassissiers qui restent en place. En plus, je pense que ces plantes-là de lisière de forêt sont, de par leur habitat antérieur, préfèrent des zones plus riches en bois, puisque ce sont des plantes naturellement de lisière de forêt. Donc c'est là-dessus que je concentre le BRF. Les inconvénients, parce qu'il y en a, rien n'est jamais parfait en ce monde. Allez, je vais placer ma belle phrase typique. Ne vous chipotez pas pour savoir qui a le jardin idéal. Le jour où vous aurez le jardin idéal, où tout marche, où il n'y a aucune maladie, aucun parasite, aucun limace, aucun lièvre qui vient vous manger les carottes, etc., et où tout pousse dans les délais, etc., vous avez un potager vraiment idéal. Inquiétez-vous, vous êtes arrivé au paradis. Donc vous êtes mort. Donc vous n'aurez même pas le temps de vous réjouir. Sur cette terre, malheureusement, on a toujours, avec un certain nombre d'avantages, un certain nombre d'inconvénients. Et notre destin, évidemment, notre destin, c'est de choisir, d'arbitrer. J'ai l'impression que beaucoup de jardiniers, ça leur pose d'énormes problèmes, et c'est pour ça qu'ils sont énormes consommateurs de gourous, énormes consommateurs de guides en toutes sortes, y compris les plus cons, parce qu'il faut que quelqu'un décide à leur place. Décider, évidemment, c'est chiant. Je suis d'accord avec toi. C'est très très chiant parce que c'est devoir prendre la responsabilité d'avoir fait une connerie le jour où tu en as fait une. C'est toi, c'est pas Didier qui t'a dit de faire. Alors les gens préfèrent faire comme Didier fait. Ah ben c'est lui, quel con celui-là. Apprenez à vous dire mais quel con j'ai été. Et le jardinage sera beaucoup plus facile. Bon, donc il y a bien sûr des défauts. Tu évoques les broyats, donc là ça dépend de la nature des matériaux utilisés. Si ce sont des matériaux relativement riches en tanins, donc tanniques, je l'ai évoqué je crois, les tanins c'est des ralentisseurs de vie biologique et notamment de vie bactérienne, donc attention. Les terpéniques, donc tout ce qui renferme des terpènes. Les terpènes sont des molécules qu'on rencontre dans un certain nombre de résinus d'ornement, de thuyas, etc., qui eux aussi ralentissent les mécanismes biologiques. Ce n'est pas rédhibitoire. Hein. Je parle bien de ralentir, je ne parle pas de destruction. Faites attention aux mots que j'utilise. Donc ralentir ne veut pas dire que ça ne se décompose pas, ça se décompose moins vite. Des fois, ça peut être intéressant de ralentir. Franchement, sur la partie ornementale qui me sert de zone tampon avant d'arriver à mon potager, j'ai des rosiers, j'ai des choses comme ça. Ben là, je veux des choses qui aillent très lentement parce que je n'ai pas envie de me faire chier tous les ans à remettre un meuble. Si ça pouvait durer 125 ans, mes enfants encore seraient tranquilles et je serais heureux.
Alors ça ne dure pas 125 ans, je mets des écorces, ça dure 5 ans à peu près, quoi. Et là, sans aucun problème, je peux amener-moi un camion de tuya, amener-moi un camion de d'if broyé, etc. J'y vais. Amenez-moi un camion de bois de branches de noyer broyées, j'y vais, ça m'arrange. Donc, terpénique et tannique, attention, je dirais pour moi, paresseux. Hein. Je n'essaie pas d'avoir la plus grosse, je l'ai déjà dit. J'essaye d'avoir une tomate correcte, idéalement en n'ayant rien foutu. Tomate, j'y arrive pas. Hein. Je suis obligé au moins de planter, enfin de préparer le plant et de le planter. Après, ça dépend des années. En général, je tuteur chez moi parce que sinon, ce qui est au ras du sol est bouffé par le milieu. Mais c'est mon idéal. Et donc, le BRF a pour moi un énorme défaut. Du boulot, du boulot, du boulot. Alors certes, tu le fais en hiver, belle journée, tu mets tes gants, tu mets une belle tenue, ça t'oblige à sortir, et puis tu passes tes branches, une brouette, deux brouettes, et puis tu fais des brouettes et tes brouettes, tu n'en as jamais assez. Donc voilà, c'est pour moi le principal défaut. Et puis donc quand tu l'achètes, ça pose la question de variabilité de la nature, ce que j'ai évoqué en réponse à ta première question, sauf système de confiance de quelqu'un que tu connais qui te dit chaque année à tel endroit on broie un recru de ceci et je te l'amène, tu sais que c'est du feuillu tendre, etc. Donc là ça va, mais sinon sur une plateforme ça dépend beaucoup. Le mec qui est passé le samedi qui avait débarrassé toute sa haie de tuya, ce sera dans la benne et ce sera passé dans le broyeur et c'est le broyat qu'on te livrera. Donc si c'est pour les rosiers, comme je le disais à l'instant, parfait. Si c'est pour cultiver des radis, moins parfait. Inconvénient encore, c'est toute la question des sillons à dégager. Donc je n'ai plus essayé, je l'ai fait au début, je n'ai plus essayé de semer dans du broyat parce que forte pluie, etc., le sillon se referme parce que tout simplement les copeaux ne sont pas stables, quoi, hein. Donc là, je préfère de loin le foin, un coup de coupe-bordure, j'ai deux tranches nettes et je sème dedans et ça ne se referme pas avant que le légume ne se développe. Donc voilà ce que je dirais. J'ai peut-être oublié l'une ou l'autre chose, tu compléteras, tu connais beaucoup mieux les broyats que moi. Voilà donc ce que j'avais enregistré et j'ai complètement zappé un paramètre important qu'on n'a pas assez présent dans nos esprits quand nous faisons la promotion de telle ou telle technique, c'est la disponibilité du matériau utilisé. En gros, quel est le gisement? Parce qu'avant de dire à des gens « allez-y, utilisez ça », encore faut-il s'assurer qu'il y ait suffisamment de ça. En gros, à quoi bon faire la promotion de l'irrigation si les nappes d'eau sont à sec? Que ce soit avec des œillats, il faut les remplir. Et donc, s'il n'y a plus d'eau au robinet, je pousse là évidemment le raisonnement à l'extrême, les œillats ne serviront à rien, pas plus que le goutte à goutte, pas plus que des asperceurs. Et c'est un des défauts majeurs des pionniers. Quand dans un terroir donné, tu es seul, ou quand ces pionniers sont peu nombreux, ils peuvent rafler tel ou tel intrant, ce qu'on appelle des intrants, c'est-à-dire quelque chose qu'on utilise dans ces techniques sans aucun problème. C'est quand on songe à généraliser ça à un grand nombre, voire à tout le monde,
qu'on va buter sur un problème. Je ne sais pas si tu as suivi, mais le débat sur le système bio, mais le bio labellisé AB, un certain nombre de gens qui suivent ça commencent à se poser la question de la production d'un certain nombre d'intrants utilisés en bio. Je prends les jardiniers amateurs bio, comme je le dis souvent, ok, tant que vous êtes quelques-uns, on va vous vendre du sang desséché, des cornes broyées et des tourteaux de ceci ou de cela pour fertiliser dans un système bio conventionnel pour apporter une fertilisation azotée. Mais si tout le monde s'y met, quels sont les cocus qu'on va écorner? Quels sont les imbéciles qu'on va saigner pour avoir suffisamment de ressources? Donc, au départ, il y a un déchet. Il faut débarrasser les abattoirs du sang des animaux qu'on y abat. On peut valoriser les cornes, bien que les vaches maintenant n'aient plus guère de cornes, pour l'utiliser comme fertilisant. On peut broyer les os pour avoir un engrais phosphaté naturel, mais à l'échelle d'un terroir ou d'un pays, peu importe, cette ressource bute forcément sur des limites. Et c'est aussi le cas du BRF. Et pour illustrer cela, je me suis livré vite fait à quelques calculs. Prenons la forêt française. Il existe ce qui s'appelle l'inventaire forestier national, donc les forestiers passent une petite partie de leur temps à évaluer le stock d'arbres sur pied dans nos forêts. Ils évaluent la croissance annuelle moyenne de ces arbres, donc le nombre de mètres cubes de bois qui se forment. Ils évaluent les pertes, mortalité naturelle de nos forêts, qui a augmenté de 50% pour information. Pour tous ceux qui encore vont me voler dans les plumes parce qu'ils me pensent un endoctriné du changement climatique alors que je ne fais que regarder des chiffres et croire aux chiffres. Donc, la forêt française, 115 millions de mètres cubes de bois en plus chaque année. C'est ce qui s'appelle la croissance naturelle des forêts françaises. 115 millions de mètres cubes de bois qui se rajoutent au stock à ce qui existait l'année d'avant. Et tout ça sur environ 15 millions d'hectares. Petite parenthèse, la forêt française, pour ceux qui s'inquiètent pour la forêt française, elle a doublé depuis 1850. Donc il y a une reprise des forêts, des friches, particulièrement marquées dans les zones de moyenne montagne, qui aujourd'hui sont laissées à l'abandon par l'agriculture qui avait été défrichée au Moyen-Âge. On avait atteint un minimum, un creux de la surface forestière en France vers 1850. Petite parenthèse, je reviens. Donc si on fait ce calcul, on se rend compte que la forêt française produit environ, avec évidemment des variations très importantes entre telle et telle forêt, quand on va en montagne, haute montagne, la croissance est de plus en plus faible, quand on va vers le midi, la forêt devient de plus en plus une garrigue et du fait de la sécheresse produit de moins en moins, mais en moyenne, la forêt française produit 7,5 mètres cubes de bois par hectare et par an. Et si on sait qu'un mètre cube sur les bois usuels, c'est à peu près 600 kg de matière sèche, on ne va pas chipoter autour des chiffres, ça fait à peu près 5 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Voilà ce que produit la forêt française. Et si on veut maintenir la forêt dans son état, voilà ce que l'on peut prélever
dans la forêt française. Alors à la fois le bois qu'on utilise pour faire du bois d'œuvre, hein, donc des planches, des meubles, etc., les charpentes, le bois qu'on utilise comme combustible pour ceux qui utilisent le bois ou un dérivé du bois tel que les granulés, les pellets. Voilà en gros ce qu'on a. Alors je reviens au BRF. Un usage moyen, je pense que tu seras d'accord, c'est une douzaine de centimètres par an. La densité variable, suivant que c'est humide ou pas, mais ordre de grandeur 250 kg par mètre cube. Un petit calcul plus loin, on arrive au fait que 1 hectare traité avec 12 cm de BRF, 1 hectare de jardin, de potager, j'ai pris très gros évidemment pour avoir quelque chose qu'on puisse comparer, c'est 300 tonnes de BRF, de matière sèche de BRF apportée par hectare de jardinage. Tu reviens tout à l'heure, 5 tonnes par hectare productivité moyenne, et tu vois que pour 1 hectare de jardin, il faudrait utiliser tout ce que produit en une année environ 60 hectares de forêt. Donc on voit très vite qu'on va buter, si les gens sont très nombreux à s'y mettre, qu'on va buter sur un problème de disponibilité de ce BRF, même si, comme pour le sang des abattoirs, au départ, tant que ce n'est pas utilisé, c'est un déchet qu'on t'apporte volontiers ou qu'on va progressivement te vendre volontiers, parce que il y a encore 20 ans, on amenait ça, on brûlait, et il y a 10 ans, on a interdit de brûler, on a obligé les professionnels à l'amener dans une déchetterie où on les fait payer. Donc aujourd'hui, ils sont ravis de te baigner ça dans ton jardin, mais enfin, fais le tour des villages, compte le nombre de jardins et compte le nombre de professionnels qui se débarrassent de déchets, de broyage, de tonte, etc. Avec là encore d'incroyables différences selon les terroirs. La Dordogne est un département très boisé, comme la Côte d'Or, comme d'autres régions. Donc la situation est totalement différente de celle rencontrée par quelqu'un qui habite ici dans la plaine d'Alsace, où c'est céréaliculture ou culture agricole, on va dire, intensive, du nord au sud, du bassin parisien, tout le bassin parisien, très très large, hein, jusqu'aux limites de la Côte d'Or, et y compris le nord, sont des déserts du point de vue forêt, bosquet, etc. Donc très grande différence, mais de toute façon, la problématique, elle existe. Alors je vais aussi trouver un essai dans le cadre d'une recherche sur les biomasses, un programme européen, InnoBioma, qui a fait des essais avec des taillis de saule à très courte rotation. C'est donc du saule cultivé un peu comme on cultiverait du maïs. On passe une fois par an, voire 2 fois par an avec un broyard et on récupère une sorte de BRF. Et là, le saule étant un résineux, étant un ligneux tendre, son bois est relativement souple, c'est pour ça qu'on peut tresser des paniers avec. Donc le saule utilise relativement peu de lignine pour faire beaucoup de branches. C'est pour ça ensuite que l'arbre aussi, un vieux saule, nécessairement part en couille. Hein. Il est creusé à l'intérieur, il penche, etc. Donc voilà. Alors ils ont fait cet essai. Alors après la seconde récolte, parce qu'au départ, évidemment, le saule s'installe et la croissance n'est pas grande. Donc une fois que ce taillis à rotation rapide est installé, donc après la 3e année, il produit de 8 à 16 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Et au bout de 3 ans, on obtient des diamètres
de 5 à 6 cm. Donc là, on reste bien encore dans ce qui est du vrai BRF. Donc là encore, si on reprend ces données-là, donc on va se dire, je fais à côté de mon potager, je vais cultiver du saule. Moi j'en ai quelques-uns là, le long d'un ruisseau derrière la maison. J'en ai un qui a poussé spontanément en bas. J'ai une friche juste à côté où le voisin m'autorise à décapiter ses saules chaque année. Donc, mais c'est de la cueillette. Ce n'est pas une culture, mais on peut donc imaginer cultiver selon ces techniques de taillis de saule à très courte rotation pour produire du BRF, et on arrive donc, on reste toujours sur la même base, un hectare de potager consomme environ 300 tonnes de BRF, et si on prend les chiffres moyens 8 à 16, on ne va pas se casser la binette, on va prendre 10 tonnes par hectare de ce taillis intensif, à rotation rapide, et on voit que pour un hectare de potager, il faut 30 hectares de culture intensive de saule juste à côté. Donc voilà, je t'invite juste à réfléchir ces questions de disponibilité que j'ai aussi, qu'on me pose souvent par rapport au foin. Alors le foin a une croissance beaucoup plus rapide, hein, le tonnage d'une prairie, parce que je l'ai incrusté au début de cette vidéo. Pour un végétal, faire de la lignine, c'est compliqué, ça lui bouffe beaucoup d'énergie, et donc en tonnes de matière sèche, il est plus facile de produire des fibres de type cellulose, et donc on a des tonnages bien supérieurs, mais la problématique reste pour le foin. Il y a des zones entières en France où ceux qui sont un peu fans de ma technique ne trouvent pas de foin. Ailleurs, comme chez moi, sur le piémont des Vosges, on est dans ces zones de déprise et quelques agriculteurs commencent à saisir l'opportunité d'un marché du foin. Je suis tombé par hasard dans une revue locale sur une annonce qui disait « Vend paille ou foin pour permaculture ». Ça devient un marché. Ma réponse, tu la connais peut-être si tu as vu la vidéo en question. Des fois, il faut choisir entre l'équitation et produire ses légumes. Et peut-être que dans quelques dizaines d'années, on aura à faire un certain nombre de choix. Il y a 700 000 chevaux de loisirs en France qui consomment l'équivalent d'une vingtaine de rouleaux de foin. Donc on voit que au prix d'un changement d'habitude, il y a un gisement qui n'est pas infini, mais qui peut s'étendre, c'est un choix. De même qu'on peut décréter qu'on consomme moins de produits laitiers, on consomme beaucoup moins de viande animale rouge, pour plutôt utiliser le foin pour nourrir les vers de terre et le système biologique de son sol. Donc voilà quelle est ma réponse sur mes éléments de réflexion. Ce n'est pas une réponse. J'invite à réfléchir. Rien n'est parfait, rien n'est désastreux. Simplement, selon l'endroit, on a des richesses ou une pauvreté locale qui fait que nous ne sommes pas dans la même situation. Et donc, ce qui marche ici peut ne pas être une bonne réponse ailleurs. Je te laisse avec ces chiffres et tu es assez grand pour faire ce qui te plaît. Allez, ciao pour cette partie. Je crois qu'il reste une ou deux réponses dans le frigo.